Bien, merci. Bonsoir. J'ai intitulé cette conférence Vous êtes vos synapses et en sous-titre Cerveau et philosophie. Ce qui est un titre très général que je vais préciser tout de suite dans l'introduction. Donc, je commencerai par caractériser ce terme de plasticité qui nous réunit, enfin qui est le thème central de toutes les conférences qui ont été donc proposées ici sur le thème du cerveau. Et je commencerai par dire que ce terme de plasticité comporte en français des significations qui ne sont pas seulement différentes, mais bel et bien opposées. En effet, ce mot, comme en atteste le dictionnaire, désigne aussi bien d'un côté la création de formes que de l'autre le processus de destruction de toute forme. En effet, d'un côté est dit plastique ce qui a le double pouvoir de recevoir la forme, comme le marbre ou l'argile, et de donner la forme, le sculpteur lui-même, qui est un plasticien. Mais d'un autre côté, on entend aussi dans la plasticité les substantifs plastiques avec un C, ou plasticage, et l'on entend donc à travers ces substantifs la force de l'explosif. Le plastique avec un C désigne en effet un mélange explosif capable de susciter donc de violentes détonations. Donc on voit donc que la plasticité se situe aux extrêmes entre le surgissement et l'anéantissement de la forme. La plasticité, comme on sait, est devenue aujourd'hui un des concepts centraux de la neurobiologie et c'est pourquoi précisément nous sommes là aujourd'hui. Parler de cerveau plastique n'est donc pas du tout une métaphore, mais ce terme, cette formule cerveau plastique désigne à la fois un processus biologique et culturel objectif. Et sans doute les conférences précédentes ont-elles développé là où les significations de ce processus. Alors je les rappelle pour l'essentiel. Ce que l'on entend par plasticité cérébrale de manière très générale, c'est la capacité qu'ont les synapses, c'est-à-dire les connexions neuronales, de modifier leur efficacité sous l'effet de l'expérience, c'est-à-dire de l'apprentissage et de la mémoire. Ce qui signifie donc, on le sait aujourd'hui, que contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, le cerveau n'est pas une instance fixe et rigide, programmée une fois pour toutes, mais que sa forme, justement, qui dépend de la taille et du volume des connexions entre neurones, soit des synapses, est soumise à variation et à modification au cours de la vie. Lorsque Joseph Ledoux, le célèbre neurologue américain, affirme justement dans son livre « Neurobiologie de la personnalité »« Vous êtes vos synapses », il entend montrer, je le cite, que les configurations particulières des connexions synaptiques du cerveau sont des éléments clés de l'identité de l'individu. Dès lors, vous êtes vos synapses signifie bien vous êtes votre plasticité, puisque cette dernière forme le cerveau en codant toutes les informations qui impriment en quelque sorte dans l'organisation cérébrale votre style de vie. C'est là ce qui fait qu'aucun cerveau n'est semblable à un autre. Je cite encore Ledoux, il dit « Mon idée de la personnalité est très simple. C'est que notre soi, l'essence de ce que nous sommes, est le reflet des configurations d'interconnectivité entre les neurones de notre cerveau. » Donc, l'essence de ce que nous sommes, c'est nos synapses. Alors, tout de suite, je voudrais faire remarquer la chose suivante. On voit qu'en rappelant ces définitions, ce qu'on comprend couramment sous le terme de plasticité cérébrale correspond uniquement au premier sens du terme de plasticité que j'ai rappelé pour commencer. C'est-à-dire que ce que l'on entend couramment par plasticité du cerveau concerne simplement la donation et la réception de formes, dans la mesure où c'est par analogie avec le travail du sculpteur que l'on parle de plasticité du cerveau. Et on remarquera que les neurologues laissent de côté complètement le sens opposé de la plasticité, c'est-à-dire le sens destructeur, la destruction ou l'explosion. La plasticité cérébrale, en effet, est donc présentée le plus souvent comme une sculpture biologique, comme un art plastique naturel qui forme notre identité, laquelle reçoit en quelque sorte la forme même qu'elle se donne. Et immédiatement, il ne viendrait à l'esprit de personne d'entendre sous la formule plasticité du cerveau ou plasticité cérébrale un travail de destruction, le travail négatif de déformation des connexions neuronales ou de rupture des connexions, c'est-à-dire des synapses.
Pour personne, la plasticité cérébrale ne peut désigner à première vue la possibilité de l'explosion ou de l'anéantissement de l'identité. Et pourtant, c'est cette thèse que je vais défendre ici ce soir. C'est-à-dire que je vais tenter de montrer que sous le nom de plasticité cérébrale, il convient de ne pas entendre seulement le sens positif donc, de cette plasticité, c'est-à-dire la formation de notre identité au cours du temps, la formation des synapses sous l'effet de l'expérience, mais qu'il faut entendre aussi un certain pouvoir destructeur de l'identité, sans lequel eh bien, l'identité positive ne pourrait même pas s'articuler. Donc mon entrée dans la question consistera précisément à suivre ici, enfin à vous proposer de suivre ici la piste d'une plasticité négative, c'est-à-dire d'une plasticité de destruction. Je me demanderai donc, y a-t-il un pouvoir de plasticage interne au cerveau, immanent à son activité? Et si oui, quel sens peut-il avoir? Et quelles conséquences ce travail explosif peut avoir pour l'identité? Sur cette piste, je dirais que je m'avance seule. J'ai pu évidemment, dans des recherches précédentes, développer moi aussi, enfin essayer de développer les enjeux philosophiques de la plasticité, on va dire positive, c'est-à-dire créatrice et formatrice. Mais je voudrais justement m'intéresser à la possibilité d'une identité formée par destruction. Et quand je dis que je m'avance seule, c'est qu'il me semble aujourd'hui qu'aucune recherche neurologique, aucune recherche en neurobiologie, mais également aucune recherche philosophique, proprement dit, n'a vraiment radicalisé cette piste et n'a vraiment analysé toutes les implications d'une plasticité cérébrale destructrice. Alors, qu'est-ce que j'entends d'abord par une identité formée par destruction? Et de quelle destruction va-t-il s'agir ici? Je vise ici, pour commencer, puisqu'il s'agit du cerveau, l'identité qui résulte des pathologies ou des lésions cérébrales. Et je voudrais interroger ici proprement une plasticité pathologique, c'est-à-dire une plasticité post-lésionnelle, une plasticité d'après l'accident, mais qui n'est pas justement la plasticité réparatrice, qui n'est pas la plasticité compensatrice, qui n'est pas la plasticité cicatrisante, qui en quelque sorte est une plasticité rassurante. On sait qu'elle est à l'œuvre dans le cerveau, cette plasticité qui restaure, rétablit l'équilibre. Non, ici, ce que j'entends par plasticité post-lésionnelle ou plasticité d'après l'accident, c'est une plasticité sans mémoire, c'est une plasticité susceptible de former une identité nouvelle sans rapport avec la précédente. Cette plasticité qui fait que l'on peut dire de quelqu'un qu'il est devenu méconnaissable ou qu'on ne le reconnaît plus après un certain événement, comme c'est le cas, par exemple, des malades d'Alzheimer au stade avancé, mais nous verrons qu'il y a bien d'autres cas. Je cite encore Joseph Ledoux, donc, que j'ai cité pour commencer sur ce point. Il dit cela. Avant d'examiner ce qui tient le soi uni, considérons combien le travail d'assemblage, il parle du cerveau, considérons combien le travail d'assemblage est fragile. Au fond, le message est simple. Les fonctions cérébrales dépendent des connexions. Cassez ces dernières et vous perdez les fonctions. Cela est vrai de la fonction d'un seul système comme des interactions entre systèmes. Fin de citation. Il est clair à lire ces déclarations que toute rupture de connexion engendrée par une lésion cérébrale est considérée comme une rupture de plasticité, comme ce qui vient interrompre la plasticité, comme un scalpel qui vient mettre fin à la plasticité des connexions synaptiques. Or, moi, je voudrais précisément interroger ici, non pas la rupture de plasticité, mais la plasticité de la rupture, c'est-à-dire, effectivement, la formation d'une identité du survivant, la naissance d'une forme de vie inédite, d'une personne donc qu'on ne reconnaît pas, d'une personne méconnaissable, à proprement parler, d'une métamorphose par destruction. Il m'apparaît en effet que les travaux récents sur le cerveau mettent au jour à l'évidence la nécessité de penser à un nouveau rapport du cerveau à la négativité, à la perte, à la mort, mais qu'en même temps,
ces travaux ne radicalisent pas cette pensée, ne la formulent pas explicitement et n'en mesurent pas les conséquences. Alors, avant de dérouler mon propos, je dois d'abord me justifier, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai choisi cet angle d'attaque finalement négatif, assez inquiétant et qui semble justement prendre le contre-pied de ce que l'on entend ordinairement par plasticité du cerveau. J'invoquerai pour répondre 3 raisons fondamentales. La première tient à la méthode d'investigation de certains neurologues eux-mêmes. Je me tournerai ici essentiellement dans cet exposé vers le travail de Antonio Damasio, l'auteur très connu de L'erreur de Descartes, que je lis beaucoup car, comme on va le voir tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vraiment présente de façon exemplaire les cas de lésions cérébrales. Il le dit d'ailleurs, il dit « Je me sers des lésions cérébrales comme d'une méthode ». Il parle même d'ailleurs de la méthode des lésions. Et de fait, comme nous allons le voir, tous ces livres s'appuient littéralement sur des cas de pathologie cérébrale très graves. Ce sont bien dès lors les accidents ou les pathologies qui permettent, à contrario, de découvrir le fonctionnement normal du cerveau, qui, sans elles, serait peut-être resté caché. Or, c'est précisément la fonction ou la vertu révélatrice de ces lésions que je voudrais interroger ici. Quelle est leur vérité? Quelle est la vérité d'un accident cérébral? C'est là, me semble-t-il, ce que Damasio à la fois questionne et en même temps ce qu'il laisse sans réponse, ce qu'il laisse partiellement dans l'ombre. Donc moi, je voudrais prolonger ce questionnement en me demandant, oui ou non, y a-t-il quelque chose comme une phénoménologie de la blessure, quelque chose de l'identité d'un sujet qui se montre à l'occasion du dommage et à cette occasion seulement, et à quoi la normalité, c'est-à-dire la plasticité normale, la plasticité créatrice, ne donnerait pas accès. Donc ça, c'est la première raison. Et c'est en répondant très rapidement à ces questions que je vais pouvoir dégager la deuxième raison de mon choix d'analyse. La méthode des lésions permet à Damasio de prouver son intuition fondamentale, qui est l'existence d'un cerveau émotionnel et l'importance décisive des émotions dans la cognition, les raisonnements et les prises de décision. Damasio est le grand penseur des processus émotionnels dans le cerveau. Il insiste constamment, Damasio, sur le fait, je le cite, que la conscience et l'émotion ne sont pas séparables. Lorsque l'une est détériorée, l'autre l'est aussi. Fin de citation. Et il montre que les fonctions cognitives de haut niveau, comme le langage, la mémoire, la raison, l'attention, sont structurellement liées au processus émotionnel. Surtout, je le cite encore, lorsqu'il s'agit des questions sociales et personnelles impliquant risques et conflits. La réduction sélective de l'émotion, dit-il, est au moins aussi préjudiciable à la rationalité que l'émotion excessive. Je le cite encore. Au cours des années récentes, les neurosciences, comme les sciences cognitives, ont fini par admettre l'émotion. L'opposition présumée émotion-raison n'est pas acceptée sans mot dire. Les découvertes proviennent de l'étude de plusieurs individus qui étaient entièrement rationnels dans leur manière de conduire leur vie, jusqu'au moment où, à la suite d'une lésion neurologique dans certains sites bien spécifiques de leur cerveau, ils ont perdu une certaine catégorie d'émotions. Et de manière parallèle et tout à fait considérable, ils ont perdu leur capacité à prendre des décisions rationnelles. Et donc, la lésion cérébrale impliquerait un déficit d'émotion, et ce déficit d'émotion impliquerait un déficit cognitif et un déficit rationnel. Or, Damasio précise, que veut dire ils ont perdu une certaine catégorie d'émotions? Que faut-il comprendre par là? Tous les cas analysés par Damasio manifestent la même chose. Les patients qui ont subi une lésion sont devenus, dit-il, froids, indifférents, absents. Ils ont en quelque sorte déserté, ils se sont absentés sans donner congé, dit-il. Et cette dernière conclusion me conduit à l'exposé de ma troisième raison, enfin la troisième justification de ma démarche.
Plusieurs études ont montré qu'une vie riche d'un point de vue émotionnel et affectif favorisait la plasticité synaptique positive. Le contraire, bien sûr, l'appauvrit, comme le montre en particulier Boris Cyrulnik dans la majorité de ses livres, et je pense en particulier à son livre qui s'appelle « Un merveilleux malheur », quand il se penche en particulier sur le cas des enfants prisonniers des orphelinats roumains, tous atteints de graves retards psychomoteurs. Ces enfants, montre Cyrulnik, deviennent comme insensibles, eux aussi froids, indifférents, retranchés du monde. Or, ce qui m'intéresse précisément sous le nom de plasticité négative, c'est très précisément la naissance de ce phénomène de froideur, d'indifférence et de désertion affective, c'est-à-dire de blessures émotionnelles et affectives qui accompagnent la lésion cérébrale. Je pense que le pouvoir de transformation de l'identité, c'est-à-dire le pouvoir de transformation destructrice de l'identité, passe par la transformation des émotions en cette indifférence et cette froideur. C'est elle, cette indifférence, qui conduit une personne normale, entre guillemets, au départ, à devenir en quelque sorte étrangère à elle-même et, comme je le disais tout à l'heure, méconnaissable. Donc, je me propose d'interroger ce pouvoir de changement, un pouvoir de changement sans rédemption, sans téléologie, c'est-à-dire sans but, sans signification autre que l'étrangeté. Les nouvelles identités des patients neurologiques ont toutes un point commun. Elles sont toutes affectées à des degrés divers par des atteintes des sites inducteurs d'émotions. Elles manifestent précisément toutes cette désaffection, cette indifférence, cette froideur, cette absence souvent insondable. Or, l'idée que je poursuivrai ici, à titre d'hypothèse fondamentale, c'est que toute blessure traumatique a pour résultat ce genre de comportement. Et la raison de mon intérêt pour ces comportements de désertion est bien philosophique, car je pense que toute identité, même normale, abrite virtuellement la possibilité de cette désertion, de cette désaffection. Désertion et désaffection qui, de ce fait, ne seraient donc pas de simples phénomènes cérébraux ou neuronaux, mais seraient bien des phénomènes de désertion ontologique, comme si le sujet se disait adieu à lui-même, comme si le sujet s'éloignait de lui-même et devenait une sorte d'apatride ontologique intransitif, sans corrélat, sans génitif, sans patrie métaphysique au départ. Donc, comment penser ce changement de personnalité qui fait surgir, par indifférence, par froideur, une personne nouvelle, insensible, sans mémoire, qui ne reconnaît plus personne, qui elle-même devient méconnaissable, aux affects restreints et appauvris. Un tel changement, jusqu'à présent, la philosophie ou la psychanalyse l'ont souvent pensé en termes de folie, de névrose, voire de psychose. Or, aujourd'hui, ces termes apparaissent comme insuffisants, en fait, pour caractériser ce type de conduite. Nous allons le voir, en effet, les cas de pathologie examinés par Damasio ne sont pas, à proprement parler, des cas de folie. Les cérébrolésés, comme on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire les malades qui souffrent de lésions cérébrales, ne sont pas fous. Ils sont même, en quelque sorte, on peut dire, en deçà de la folie. Ils désertent la folie elle-même. Or, ce qui m'intéresse, c'est bien de savoir comment un sujet peut ainsi devenir aussi étranger à sa propre essence. Ne faut-il pas reconnaître dans cette désertion, comme je le demandais tout à l'heure, un élément d'indifférence dans l'être lui-même, révélé par cette instance à laquelle la philosophie n'accorde pas habituellement la moindre valeur ontologique, la vie du cerveau. C'est là donc ce que je voudrais examiner. Alors pour ce faire, mon exposé se déroulera en 3 moments. Je présenterai d'abord rapidement, en suivant les neurologues, donc le rôle que jouent les émotions dans le fonctionnement cérébral et dans la plastique de la personnalité. J'en viendrai ensuite à l'examen de quelques cas de lésions cérébrales ayant entraîné cette indifférence dont je viens de parler. Et enfin, je développerai quelques conclusions philosophiques à partir de ces analyses
en me tournant vers Spinoza pour terminer. Donc, premier moment, le rôle de l'émotion donc, dans le cerveau, mis en lumière essentiellement par cette génération de neurologues dont Damasio est le plus connu. Un certain nombre d'ouvrages biologiques récents reconnaissent donc le rôle des affects et des émotions dans la régulation de la plasticité cérébrale, ce qui est une véritable révolution dans le monde de la neurologie où jusqu'à présent on tenait que le cerveau était un ensemble simplement de processus logiques et cognitifs, mais où les émotions et les affects n'avaient pas leur place. Or, aujourd'hui, il est amusant de remarquer que les neurologues font tous état d'un cas qui est devenu un cas paradigmatique. On le trouve exposé chez Damasio, mais aussi chez Ledoux, ou chez le neurologue américain Solms, ou encore chez Jean-Didier Vincent, l'auteur de La biologie des passions. Il s'agit du cas d'un Américain nommé Phineas Gage. Alors, je lis ce cas, qui se trouve dans l'erreur de Descartes, de Damasio. Durant l'été 1848, ce chef de chantier, directeur de la construction d'une ligne chemin de fer traversant le Vermont, subit une grave blessure à la tête. Après une explosion accidentelle, en effet, une barre métallique lui traverse le crâne et provoque d'irréversibles lésions du cortex préfrontal, région très importante dans le déclenchement et la régulation des émotions. Gage se rétablit miraculeusement de sa blessure en 2 mois. Mais quelques années plus tard, son médecin, le médecin qui le suit, fait le rapport suivant. Il est en bonne santé, et je suis tentée de dire qu'il a récupéré. Mais l'équilibre ou la balance, pour ainsi dire, entre ses facultés intellectuelles et ses propensions animales semble s'être rompu. Il est capricieux, irrespectueux, et se complaît dans la grossièreté, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il se montre sans égard pour ses compagnons, impatient quand on le contrarie, obstiné mais changeant d'avis à tout bout de champ. À ce point de vue, son esprit avait radicalement changé, au point, dit Damasio, que ses connaissances et ses amis disaient que ce n'était plus Gage. Mark Solms reprend la formule « Gage was no longer Gage », Gage n'était plus Gage. Cet homme, présentant des modifications spectaculaires dans son comportement affectif et social, était littéralement devenu donc quelqu'un d'autre, et non pas un fou, mais quelqu'un d'autre après son accident. Et ce qui frappe Damasio, c'est qu'à lire les autres comptes rendus médicaux, on remarque que cet homme était devenu émotionnellement de plus en plus indifférent, de plus en plus distant. Et cela finit d'ailleurs mal, puisque Damasio, ou c'est Jean-Didier Vincent qui dit cela dans son livre, le nouveau Phinéas, rejeté par ses employeurs, se mit à parcourir l'Amérique, s'exhibant comme une attraction de foire, avant de mourir seul et dans la misère. Donc, si le cas de Phineas Gage, qu'on trouve donc dans énormément de livres aujourd'hui de neurobiologie, est devenu emblématique, c'est précisément parce qu'il permet de considérer tous les cérébraux lésés, du fait du changement de personnalité qui résulte de leur lésion, comme, dit Damasio, des Phineas Gage d'aujourd'hui. Alors, comment approcher d'un peu plus près cette métamorphose et ce déficit émotionnel, cette métamorphose donc qui procède par perte des affects et comportement d'indifférence? Presque tous les sites inducteurs d'émotions dans le cerveau se trouvent près de la ligne médiane du cerveau et occupent donc tous une position étrangement centrale. Ils sont en quelque sorte comme au centre du cerveau et d'une certaine façon au centre de notre être. Alors je décris un petit peu, ils occupent une zone qui part du niveau du tronc cérébral, c'est-à-dire derrière, là, en bas de la tête, pour s'élever jusqu'au cerveau supérieur. Alors, font partie de ces sites le lobe frontal et un certain nombre de sites sous-corticaux. Je cite Damasio sur ce point, un petit peu d'anatomie. Les principaux sites sous-corticaux se trouvent dans la région du tronc cérébral, de l'hypothalamus et du téléencéphale basal. Un autre site sous-cortical important est l'amygdale. Les sites d'induction d'émotions qui se trouvent dans le cortex cérébral,
les sites corticaux comprennent des secteurs de la région singulaire antérieure et de la région préfrontale ventromédiane. Donc tous ces sites inducteurs d'émotion se trouvent, comme je le disais, au centre du cerveau, comme si nous portions au centre de la tête, enfouis et distribués dans les plis du cortex, une sorte d'étrange casque intérieur que nous ne sentons pas, mais qui sert à sentir, et qui abrite en quelque sorte le point le plus vif de notre fragilité, de notre personnalité, de notre subjectivité, cette zone sensible, absolument vulnérable, qui peut à tout moment être blessée et entraîner une transformation radicale de l'identité. Je voudrais citer sur ce point un livre donc, du neurologue Mark Solms qui s'appelle The Brain and the Inner World, le cerveau et le monde intérieur, où Solms dit, bon je traduis rapidement, il y a véritablement un lien entre les événements cérébraux et les aspects de ce que nous sommes. Si n'importe lequel d'entre nous devait souffrir de la même lésion dans la même aire spécifique, nous changerions exactement dans la même proportion dans laquelle Gage a changé. Nous non plus ne serions plus nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons véritablement porter un intérêt accru aux événements cérébraux dans le cours de la vie mentale. Donc, Solms insiste bien sur le fait que n'importe lequel d'entre nous, lorsque ces sites situés au centre du cortex sont atteints, présenterait n'importe qui d'entre nous la même métamorphose émotionnelle et subjective. Si ces sites sont atteints par une maladie chronique ou une lésion, qu'il s'agisse d'un traumatisme crânien, d'une attaque cérébrale, d'une encéphalite, si la conscience est perturbée d'une manière ou d'une autre, c'est bien la personnalité tout entière du patient qui est altérée. Ce n'est pas une région ou une fonction, c'est la personnalité émotive tout entière qui est altérée, sans pouvoir jamais se reconstituer à l'identique et donnant naissance, comme je le disais au début, à cette nouvelle identité qui apparaît par métamorphose négative. Mais il faut ajouter aussi qu'en fait, tous les déficits cérébraux, et pas seulement ceux qui touchent les sites inducteurs d'émotion, tous les déficits cérébraux ont d'une manière ou d'une autre des répercussions sur les émotions, même si donc ces déficits ne sont pas directement liés aux sites inducteurs d'émotion. Ainsi, les neurologues montrent que tout trouble des fonctions cognitives, comme l'aphasie par exemple ou l'amnésie, s'accompagne nécessairement des troubles de l'affect et de l'émotion. Ainsi, les émotions, je cite Ledoux, les émotions, qu'il s'agisse, dit-il, des émotions primaires, tristesse, joie, peur, surprise, dégoût, les émotions secondaires ou sociales, l'embarras, la jalousie, la culpabilité, l'orgueil, tout ce qui nous attache à la vie organise et coordonne l'activité cérébrale. Si cette activité, d'une manière ou d'une autre, est touchée, est atteinte, alors c'est toute la personnalité affective et émotive, et on dirait humorale, qui est atteinte. Or, dès que cette activité est touchée, il y a rupture de plasticité et intervention de cette autre plasticité dont je parlais, qui donne lieu à la naissance d'une nouvelle personne, en quelque sorte. Ceux que Damasio appelle les survivants des maladies neurologiques ont donc bien tous en commun ce changement de personnalité qui conduit leur entourage à conclure à une véritable métamorphose, comme je le disais tout à l'heure, à conclure au fait qu'ils sont devenus méconnaissables. Je cite Damasio. Avant l'apparition de la lésion cérébrale, les individus ainsi affectés n'avaient montré aucune altération de ce type. Leur famille et leurs amis peuvent sentir un avant et un après daté du moment de la lésion neurologique. Il existe donc, c'est mon hypothèse, une sculpture d'anéantissement. Il existe donc quelque part dans le cerveau, quelque part en nous, une puissance de formation d'une nouvelle identité par défaut, élaborée à partir de la perte. Revenons donc à la méthode des lésions dont je vous parlais tout à l'heure pour commencer. La méthode des lésions, écrit Damasio,
nous permet de faire pour la conscience ce que nous faisons depuis longtemps pour la vision, le langage ou la mémoire. Étudier une dégradation du comportement, la rattacher à une dégradation des états mentaux, la cognition, et rattacher les deux à une lésion cérébrale focale. Une population de patients neurologiques nous fournit des occasions que ne procure pas l'observation des seules personnes normales. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, Damasio reconnaît bien que c'est en observant finalement les personnes atteintes que l'on peut saisir le fonctionnement normal du cerveau. Mais ce que je disais aussi, c'est pourquoi ne va-t-il pas jusqu'à reconnaître que les ciseaux des pathologies cérébrales sont un véritable pouvoir plastique? Pourquoi ne pas aller jusqu'à reconnaître que la plasticité cérébrale n'est pas un phénomène unique et positif, mais qu'il existe bien en quelque sorte en parallèle ou en en co-fonctionnement de plasticité cérébrale qui pourrait peut-être, c'est l'hypothèse que je pose et on pourra y revenir dans la discussion, j'essaie de travailler là-dessus en ce moment, qui pourrait peut-être correspondre à l'opposition ou à la corrélation posée par Freud entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. La plasticité négative serait donc l'analogue de la pulsion de mort dans le cerveau. Avant de développer donc ces questions, j'aborderai donc quelques cas, comme je l'annonçais, ce qui me permet d'aborder le deuxième moment de mon exposé. Donc j'expose là, je reprends un certain nombre de cas présentés par Damasio lui-même. C'est donc une sorte de liste. J'ai choisi parmi les cas qu'il relate, ceux qui me paraissent aller dans le sens recherché. Dans l'introduction à l'erreur de Descartes, il présente le cas de X. Je cite, « Un seul symptôme paraissait accompagner son incapacité à se comporter de façon rationnelle. X était, de façon marquée, incapable d'exprimer et de ressentir la moindre émotion. L'impossibilité de raisonner juste et celle de réagir émotionnellement se signalaient avec évidence comme la conséquence d'une lésion cérébrale particulière. » Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui est incapable de ressentir la moindre émotion. C'est-à-dire comment une chose pareille est-elle possible? Eh bien, effectivement, cela semble être l'œuvre de la plasticité négative. En fait, X est atteint, nous explique Damasio, d'une lésion de l'amygdale, dont on a parlé, qui se situe au centre du cerveau. Et les patients, dans son cas, explique Damasio, lorsqu'il y a une lésion de cette région particulière, eh bien, dans ce cas, il peut se passer n'importe quoi devant ces patients. Damasio dit, il n'éprouve ni la peur, ni la colère, ni les sentiments correspondants. Il ne dispose pas des serrures nécessaires, dit Damasio, pour cela. Du moins pour ce qui concerne les déclencheurs visuels et auditifs qui opèrent dans les conditions courantes. Donc, c'est le type de patient devant qui il peut se passer n'importe quoi. Je pense par exemple à ce qui s'était passé à l'hôpital psychiatrique de Pau, où les infirmières ont été assassinées devant des malades parfaitement indifférents, d'après les comptes rendus qu'on a pu lire. Le cas de David, j'ai également choisi. Ce patient, explique le neurologue, souffre d'une lésion importante des deux lobes temporaux qui a provoqué des dommages dans la région de l'hippocampe, donc autre site qui se trouve au cœur du cerveau. Et la même région est également atteinte aussi, l'amygdale. Je cite, « David souffre d'un des déficits les plus graves de l'apprentissage et de la mémoire qui ait jamais été rapporté. Il est absolument incapable d'apprendre quelque fait nouveau que ce soit. Par exemple, il ne peut apprendre aucune apparence, aucun son, aucun lieu nouveau, et il se montre incapable d'exprimer une émotion et paraît indifférent à tout ce qui l'entoure. » Donc là aussi, on voit comment le déficit des fonctions cognitives, ici en particulier de la mémoire, s'accompagne de l'incapacité à ressentir la moindre émotion. Eliot, on va retrouver un peu le même cas, atteint de lésions dans les régions frontales, je cite, « Il était tout à fait charmant, mais il se contrôlait excessivement sur le plan émotionnel. Il était froid, détaché, et ne se troublait même pas lorsqu'on évoquait des questions personnelles éventuellement embarrassantes. » Eliot, esprit vif au départ, explique Damasio, était doué d'une excellente mémoire, des dates, des noms, des événements politiques, mais après son opération, il souffre d'une encéphalite
Elliot n'était plus Elliot, et on retrouve ici le même thème que celui que j'évoquais au début. Cet homme avait subi un changement radical de personnalité qui le conduisait à se montrer totalement insensible. Il dit aucune image ne le faisait plus réagir, ni positivement, ni négativement. Ce qui frappe dans ces différents cas, on pourrait multiplier l'exposé de ces cas, et c'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt incomparable des livres de Damasio, c'est l'exposé de ces cas. Ce qui frappe donc dans tous ces cas, c'est la façon qu'ont ces patients en fait, de raisonner totalement de sang-froid. Ce qui menace directement, selon les neurologues, la possibilité non seulement de ressentir des émotions, mais encore de décider ce qu'il y a de meilleur pour eux. En effet, le fait de ne plus ressentir d'émotions les empêche d'accorder de la valeur aux différents partis qu'ils pourraient prendre, et donc tout leur apparaît comme égal. La perturbation de l'émotivité réduit le patient à une sorte de nihilisme et d'indifférence morale, au sens propre de ce nivellement qui anéantit visiblement toute différence et tout relief. Je citerai 2 autres cas de cette indifférence poussée à l'extrême, qui peut donner lieu à de véritables absences, c'est-à-dire de véritables suspensions de soi. Ce sont 2 types de maladies que cite Damasio. D'une part, l'automatisme épileptique, et d'autre part, c'est des termes un peu barbares, mais ce qui est intéressant, c'est le contenu, c'est leur contenu, ce qui s'appelle le mutisme akinétique. Alors, dans le cas de l'automatisme épileptique, le patient, explique le neurologue, est en train de parler et brutalement, il suspend son activité. Il reste éveillé, il ne tombe pas, il n'a pas de convulsion, mais il n'est plus là. Il regarde les autres dans un état de total effarement ou avec indifférence. Il ne sait plus qui ils sont, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne regarde qu'à peine autour de lui. En l'espace de quelques secondes, l'épisode d'automatisme se termine et le patient a l'air ahuri, où qu'il se trouve alors. Dans l'intervalle, le patient n'a aucune espèce de souvenir. Mais pendant ces moments où il est atteint d'absence, effectivement, le patient, en quelque sorte, apparaît comme une personne méconnaissable, et méconnaissable d'abord à ses propres yeux. Le mutisme akinétique, deuxième cas, se manifeste, nous expliquent les neurologues, par une perte de parole et une incapacité à déclencher le mouvement. Et dans ce cas aussi, la conscience est gravement diminuée, sinon totalement suspendue, ce qui implique aussi une suspension émotionnelle. Je cite le cas de L. L'attaque dont souffrait cette patiente avait provoqué une lésion dans les régions internes et supérieures du lobe frontal des 2 hémisphères. Elle était brusquement devenue incapable de bouger et de parler. Elle restait au lit, les yeux ouverts, mais avec une expression de vide sur le visage. Le terme de neutre permet de traduire l'équanimité de l'expression. Elle était là sans être là. Enfin, je terminerai cette liste en évoquant un dernier trouble qui s'appelle l'azognosie, qui est forgé à partir des mots grecs nosos, la maladie, et gnosis, la connaissance. Et l'azognosie désigne l'incapacité du patient à se percevoir lui-même comme malade. À la question « Comment vous sentez-vous ?», posée à des patients entièrement paralysés du côté gauche du corps à la suite d'une attaque cérébrale, la réponse est « très bien ». Il n'y a plus de perception dans ce cas des informations sensorielles et des émotions en provenance du corps. Je cite Damasio, « Outre la dénégation de leur maladie, les patients atteints d'azognosie se caractérisent par un autre trait remarquable. Ils ne se font aucun souci pour leur état, ils n'expriment aucune émotion et ne disent ne pas en ressentir lorsqu'on les interroge à ce sujet. Ils ne se font aucun souci pour leur état. Lorsqu'on les informe qu'ils ont subi une grave attaque cérébrale, ils reçoivent la nouvelle avec sérénité, faisant preuve quelquefois d'humour noir, mais ils ne montrent jamais ni angoisse, ni tristesse, ni chagrin, ni colère, ni désespoir, ni panique. Or, cette dénégation de la maladie n'est pas due à des causes psychologiques, ce n'est pas la dénégation freudienne, mais bien au seul dommage cérébral. Bon, j'arrête là ce catalogue d'exemples. Damasio, sur ce point, reprend la tradition qui avait été initiée par
son grand prédécesseur, Oliver Sacks, donc l'auteur de L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui est le premier à avoir fait état de ces cas dans ce livre. Et dans ce livre, Sacks rapproche les patients neurologiques des personnages des récits épiques. Je le cite. Les cérébrolésés, dit-il, sont des héros, des victimes, des martyrs, des guerriers. Ils sont des voyageurs de pays inimaginables, pays dont, sans eux, nous n'aurions aucune idée ni aucun concept. Alors effectivement, j'aime beaucoup cette expression de voyageurs de pays inimaginables, parce qu'en fait, l'indifférence ou la froideur dont je parle, cette espèce de pouvoir plastique de l'indifférence, correspond bien en effet à cette espèce de pays dont nous n'avons pas idée finalement, qui est inimaginable et pourtant dans lequel, à notre façon, nous habitons tous. Le cerveau se révèle aujourd'hui, donc à la lumière des recherches récentes, donc depuis qu'il a révélé sa dimension émotive et affective, le cerveau se révèle aujourd'hui comme créateur d'événements, c'est-à-dire créateur d'événements de notre identité. C'est là précisément le sens de sa plasticité, qui joue un rôle décisif dans la constitution de l'histoire individuelle. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il est nécessaire de reconnaître que ce pouvoir événementiel du cerveau obéit à deux logiques contradictoires, et pas seulement à une logique formatrice, certes, et une logique destructrice. Sans la prise en compte de ces deux logiques ensemble, il est selon moi impossible de comprendre l'identité cérébrale. Vous êtes vos synapses signifie aussi bien, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes ce que sont vos synapses, que vous êtes ce que vos synapses ne sont plus. C'est-à-dire qu'il suffit d'une seule blessure pour devenir quelqu'un d'autre. Et au fond, à la base de cette logique des émotions du cerveau, ce qui est en jeu, comme le montrent tous les neurologues, c'est pas tant le fait de ressentir des émotions finalement, c'est le fait d'être attaché à soi-même. C'est ce que l'on appelle l'auto-affection du cerveau, qui nous attache fondamentalement à nous-mêmes et qui forme en quelque sorte la base de la psyché neuronale. Sans cette auto-affection du cerveau, nous ne serions pas attachés à nous-mêmes, nous ne serions pas attachés à la vie. Or, c'est précisément cette attache fondamentale du cerveau à la vie qui est altérée dans le cas des lésions cérébrales. On se détache de soi, littéralement. On ne s'affecte plus. Et Damasio dit bien, nous n'avons pas un soi sculpté dans la pierre et, comme la pierre, résistant au service du temps. Le sens que nous avons de nous-mêmes est un état de l'organisme, un schéma vulnérable d'opérations intégrées. C'est l'édifice biologique tout entier des cellules, des tissus et des organes, au système et aux images, qui est maintenu en vie par la constante exécution de plans de construction, toujours au bord de l'effondrement partiel ou complet. C'est donc cette manière dont, effectivement, l'affection cérébrale, l'auto-affection cérébrale, se tient en permanence sur la marge de l'effondrement que, à mon sens, Damasio voit et qu'il ne voit pas en ne poussant pas suffisamment radicalement le travail de cette plasticité négative ou destructrice. En effet, si le cerveau se constitue constamment dans son exposition aux événements, eh bien, cela signifie qu'il se constitue d'abord dans l'exposition à l'événement de sa propre fin, c'est-à-dire de sa propre destruction. Alors, pour finir, est-ce que je peux envisager de caractériser davantage ce qui manque, selon moi, dans les analyses des neurologues, c'est-à-dire ce manque de radicalité que je souligne? Pourquoi leurs analyses pourtant admirables des lésions, des pathologies cérébrales, pourquoi est-ce qu'elles ne me satisfait pas, on va dire sur un plan philosophique? Pourquoi elle n'est pas suffisamment radicale? Donc, on sait que Damasio écrit un livre, bon, il a écrit un livre sur Descartes, il en a écrit un autre sur Spinoza, un livre qui s'appelle « Spinoza avait raison ». Et comme je l'annonçais, je voudrais m'attarder, pour terminer, sur ce recours à Spinoza. Dans ce livre, Damasio, qui parle du cerveau, il ne parle pas de Spinoza, il parle du cerveau, mais il montre que le seul philosophe
à avoir effectivement fait, le seul philosophe, disons, de la tradition métaphysique classique, à avoir fait une part au cerveau dans la constitution de l'identité, c'est Spinoza. En effet, dit-il, l'ontologie spinoziste a accordé une place fondamentale au corps, au contraire donc de ce qu'aurait fait selon Damasio Descartes, et Spinoza aurait inscrit les phénomènes biologiques, en particulier les émotions, qui s'appellent chez Spinoza des affects. Spinoza donc aurait inscrit les émotions, les affects dans l'être même, c'est-à-dire pas seulement dans l'être des sujets que nous sommes, mais dans l'être ou la substance en général. Je cite Damasio, donc, dans Spinoza avait raison. On n'insistera jamais assez, dit Damasio, sur l'importance des faits biologiques dans le système de Spinoza. Vu à la lumière de la biologie moderne, ce système est conditionné par la préservation de la vie. Le fait que la préservation de la vie dépend de l'équilibre de ses fonctions et donc de la régulation vitale. Le fait que le statut de la régulation de la vie s'exprime sous la forme des affects, la joie, la tristesse est modulée par les appétits. Et le fait que les appétits, les émotions et la précarité de la vie peuvent faire l'objet d'une connaissance et d'une appréciation de l'individu humain, du fait qu'il est doté d'un soi, d'une conscience et d'une raison connaissante, sont les éléments fondamentaux du génie de Spinoza. Spinoza, donc, qui aurait repéré, selon Damasio, cet attachement fondamental de l'individu à la préservation de sa vie, c'est le conatus chez Spinoza, et le fait que cette préservation, ce souci de la survie, est nécessairement émotionnel et affectif dans ses manifestations. Donc Spinoza avait raison. Et effectivement, il faut situer les émotions au cœur du cerveau et le cerveau au cœur de la régulation ontologique de la vie. Mais, comme on peut le remarquer dans cette citation, en fait, Damasio insiste seulement sur le sens positif de la plasticité biologique émotionnelle, sur le pouvoir modulateur des affects chez Spinoza. Effectivement, quand on relit cette phrase, ce que je ne vais pas faire, on s'aperçoit que ce qui intéresse Damasio, c'est comment Spinoza montre que le rapport effectif à soi sculpte en effet l'identité de l'individu, et c'est donc le rôle de la plasticité positive. Mais ce qui est frappant chez Damasio, c'est qu'on remarque une sorte de trou dans son discours entre le rôle de cette plasticité positive, dont il emprunte beaucoup donc le modèle à Spinoza, et les cas pathologiques qu'il présente sous le nom de méthode des lésions. Il manque dans ce trou, si je puis dire, l'analyse de cette plasticité négative. Or, selon moi, si Spinoza a raison, c'est parce que c'est Spinoza le seul philosophe à avoir avancé une thèse sur cette plasticité négative, ce qu'à aucun moment Damasio ne remarque dans son livre « Spinoza avait raison ». Je vous renvoie, évidemment, il faudrait qu'on analyse beaucoup plus longuement ce texte très difficile, mais tant pis, on lance ça, et puis on y reviendra si on en a envie. Je fais référence au livre 2 de l'éthique, la proposition 39, le scoli de cette proposition. Je vais d'abord rappeler le texte de la proposition de Spinoza. Il s'agit d'une proposition sur la vie et la mort. Voilà ce que dit Spinoza, donc proposition 39. Ce qui fait que le rapport de mouvement et de repos qu'ont entre elles les parties du corps est conservé. Ce qui fait que le rapport de mouvement et de repos qu'ont entre elles les parties du corps est conservé est bon. Au contraire, est mauvais, ce qui fait que les parties du corps humain ont entre elles un autre rapport de mouvement et de repos. Je traduis, c'est là la différence en fait entre la vie et la mort. La vie, ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui préserve la vie, c'est, dit Spinoza, le concours harmonieux de tous les mouvements du corps. Le rapport du mouvement et de repos des parties du corps est conservé. Au contraire, la mort, c'est lorsque toutes les parties, ce qui est mauvais, dit Spinoza, c'est lorsque toutes les parties du corps ont des mouvements autonomes, propres, qui se désolidarisent du mouvement du tout, qui ne s'organisent plus. Bien, rien de bien étonnant
jusqu'à présent. La vie, c'est le mouvement harmonieux de toutes les parties du corps. La mort, c'est l'autonomisation des parties du corps. Mais dans le scolite, donc, Spinoza a cette étrange remarque. Le corps meurt, dit-il, quand ses parties sont disposées de façon à être entre elles dans un autre rapport de mouvement et de repos. Très bien, il reprend ce qu'il vient de dire. Les mouvements sont dissociés. Mais il ajoute ceci qui est incroyable. Je n'ose pas nier que le corps humain, alors que la circulation du sang continue, ainsi que les autres fonctions par lesquelles on estime que le corps vit, puisse néanmoins changer sa nature en une autre, tout à fait différente. En effet, je ne vois rien qui ne force à admettre que le corps ne meurt qu'au cas où il se change en cadavre. À la vérité, l'expérience semble même suggérer autre chose. Et voilà ce qui m'intéresse, car parfois, un homme subit de tels changements que j'hésiterais beaucoup à dire qu'il est le même. C'est ce que j'ai entendu raconter à propos d'un certain poète espagnol qui avait été atteint de maladie et qui, bien que guéri, demeura cependant dans un tel oubli de sa vie passée qu'il ne croyait pas que les nouvelles et les tragédies qui les composaient fussent son œuvre. Et on aurait certes pu le considérer comme un enfant adulte s'il n'avait aussi oublié sa langue maternelle. Donc fin de citation, donc c'est le livre 2 de l'éthique, le scolite de la proposition 39. Spinoza donc parle de la vie et la mort, mais au moment où il parle de la mort, il semble admettre une mort qui n'est pas la mort, mais qui est le changement radical de personnalité. Il existe, dit-il, la mort n'est pas seulement, dit-il, le moment où toutes les parties du corps ont des mouvements différents et désolidarisés. La mort, c'est-à-dire la destruction, peut aussi être ce moment où un sujet subit de tels changements qu'il n'est plus le même. Il existe donc une destruction par modification de l'identité, qui est une forme de mort, mais qui n'est pas la mort. Qui est quoi? Eh bien, j'y vois cette mystérieuse métamorphose du corps et des affects dont je parle. Il y aurait, et si Spinoza a raison, c'est sur ce point, une mutation destructrice, donc, qui ne serait pas la transformation du corps en un cadavre, mais la transformation du corps en un autre corps dans le même corps. En quelque sorte, une transformation du corps à même le corps d'origine. C'est la métamorphose, donc c'est cette plasticité négative dont je parlais. Alors, j'ai cherché des commentaires de ce Scoli. Le seul que j'ai trouvé, mais je ne suis pas spécialiste de Spinoza, je l'ai trouvé dans le livre de Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression, page 202. Deleuze commente « Croissance, vieillissement, maladie, nous avons peine à reconnaître un même individu au cours de sa vie. Et encore, est-ce bien le même individu? Ces changements, insensibles ou brusques, dans le rapport qui caractérise un corps, nous les constatons aussi dans son pouvoir d'être affecté, comme si pouvoir et rapport jouissaient d'une marge, d'une limite dans laquelle ils se forment et se déforment. Donc il y aurait, dans l'identité d'un individu, une marge de changement. Comment caractériser davantage cette marge de formation et de déformation de l'identité? Alors c'est là ce qui m'intéresse, car Deleuze répond par le terme d'élasticité. Il dit « le pouvoir d'être affecté ne reste pas constant toujours, nous changeons d'identité. En effet, Spinoza suggère que le rapport qui caractérise un mode existant en son ensemble est doué d'une sorte d'élasticité. » Donc Deleuze caractérise ce changement de personnalité en termes d'élasticité de l'identité. Mais ce n'est pas le mot d'élasticité qui convient ici, car ce qui est élastique se caractérise précisément par sa capacité à revenir à sa forme initiale. Un élastique ne change pas, c'est-à-dire qu'on va le tirer, effectivement, il va changer de forme, mais si on le lâche, il revient à sa forme initiale. C'est bien le mot de plasticité que nous attendons ici, lequel désigne précisément ce pouvoir de changement de l'identité dans des proportions telles que ce changement, donc, comme le dit Spinoza, est comparable à la mort sans s'y réduire. Il y aurait donc, et Spinoza avait bien raison de le dire, une tendance du mode fini, c'est-à-dire ce que Spinoza appelle le mode fini, c'est-à-dire ce que nous sommes, les sujets que nous sommes,
sous l'effet d'une certaine disposition des affects ou des émotions, à une modification désubjectivante ou désubstantialisante de soi. Toute identité comporterait donc en son essence une tendance à la déformation, c'est-à-dire à la plasticité négative. Ce qui caractérise un tel changement, c'est-à-dire un homme qui devient méconnaissable, ce qui caractérise un tel changement, c'est qu'il n'a pas de signification. Il résulte seulement, et c'est ça aussi qui est très intéressant chez Spinoza, il résulte seulement d'une divergence des mouvements qui le constituent. C'est une sorte de chaos moteur, une sorte de chaos dynamique. Il n'a pas d'autre signification que cela. Ce qui me permet de revenir à mon problème est de dire que la froideur, la neutralité, l'absence, l'état émotionnel plat, comme le dit Damasio, témoignent peut-être justement de cette tendance ontologique à la déformation, de cette sorte d'entropie de l'identité qui montre que ces blessures n'ont effectivement aucun sens et que leur pouvoir métamorphique destructeur est, comme je le disais pour commencer, sans rédemption, sans réintégration possible dans le droit fil d'une vie ou d'un destin. Et Spinoza le dit bien à la fin du passage que j'ai lu, évoquant le cas de ce poète espagnol qu'on aurait pu comparer à un enfant s'il n'avait aussi oublié sa langue maternelle. Ce changement radical n'est en aucun cas un retour à l'enfance. L'histoire, ici, est donc définitivement brisée, sectionnée, sans que cette brisure ait de signification téléologique. La blessure neurologique marque donc ainsi la fin d'un certain régime particulier d'événements, ceux que Freud appelait les événements internes, qui ont toujours un sens, qui sont constitutifs d'un destin et dont on peut trouver le sens dans la cure psychanalytique. Ici, ce changement d'identité nous met au défi effectivement d'en comprendre le sens, dans la mesure où il s'agit bien de cas où une métamorphose totale de l'identité peut être causée par une simple barre de fer. C'est là le régime causal d'un accident sans signification et dont il sera à jamais impossible de retrouver le sens sur le divan d'un analyste. Ce que j'entends donc par cette plasticité négative, c'est donc toute cette série d'événements sans signification en eux-mêmes, parfaitement aveugles, qui peuvent interrompre toute continuité subjective et interdire à jamais que le sujet se ressemble et se rassemble une fois pour toutes. La reconnaissance du rôle de la plasticité destructrice, et ce sera ma conclusion, permet ainsi, d'un point de vue philosophique, de radicaliser la déconstruction de la subjectivité et de lui imprimer un nouveau tour. Cette reconnaissance de la plasticité négative révèle donc qu'une puissance d'anéantissement, une puissance de plasticage se cache virtuellement au cœur de la construction même de notre identité. Nous serions tous habités en puissance par cette froideur virtuelle qui n'est pas seulement le lot des cérébraux lésés, des schizophrènes ou des tueurs en série, mais qui est peut-être la signature d'une loi de l'être qui semble toujours sur le point de s'abandonner lui-même et de s'esquiver. Dès lors, une ontologie de la modification doit prendre en compte ce type particulier de métamorphose qui correspond à un adieu de l'être à lui-même et qui n'est pourtant pas la mort, mais qui se produit dans la vie comme cette indifférence de la vie à elle-même, qu'elle devient dans certains cas de survie. Aujourd'hui, tous les survivants des traumatismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient biologiques mais aussi politiques, présentent tous les signes de cette indifférence. En ce sens, la prise en compte de cette plasticité cérébrale destructrice s'impose comme une arme herméneutique qui permette de comprendre, à mon sens, les visages contemporains de la violence. Vous êtes vos synapses, encore une fois, ne signifierait donc pas seulement une assimilation de l'être du sujet à la formation plastique constructrice de son identité, mais bien aussi le plasticage de toute identité possible, sans lequel la première signification ne pourrait même pas s'énoncer. Le discours neurobiologique contemporain gagnerait sans doute à méditer plus radicalement cette parole de Spinoza selon laquelle, je cite cette fois éthique 3, deuxième proposition, Scoli, on ne sait pas ce que peut le corps. Je vous remercie de votre attention.